Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Veto du mois. Chez Vet Masterclass, nous avons à cœur de vous accompagner dans votre quotidien de vétérinaire, mais aussi de manager ou simplement de vous faire découvrir de nouvelles inspirations. Le Veto du mois est pour nous un moment partagé avec des vétérinaires emblématiques de la profession. Un moment pour essayer de décrypter ensemble le parcours d'un invité, sa vision de la profession, des anecdotes, des conseils ou encore des difficultés rencontrées. Bref, partagez le temps d'une interview, l'expérience de vétérinaires inspirants, des rencontres conviviales, comme si nous étions dans votre salon au coin du feu. Aujourd'hui, nous traversons l'Atlantique pour aller à la rencontre d'un des vétérinaires français emblématiques dans le suivi des chevaux de sport. Ancien vétérinaire de l'équipe de France, Philippe Benoît se livre à nous. On vous laisse découvrir son parcours passionnant, en commençant par le petit Philippe parisien jusqu'à sa pratique actuelle aux États-Unis, tout en passant par les bréviaires ou encore une de ses nombreuses passions pour la nutrition. Être un grand enthousiaste dans la vie, serait-ce un des secrets de son succès ? Olivier Geffroy vous emmène dès maintenant à la rencontre de Philippe Benoît. Alors, bonsoir Philippe, bonsoir chez nous. Il est quelle heure Bonsoir chacun. on, Ah, moi, c'est l'heure on de a 9 heures de l'apéro. décalage là. Il est 11 heures du matin. C'est l'heure de l'apéro des Bon, fonctionnaires, mais pas ici. je suis absolument ravi de t'accueillir pour ce veto du mois. Géographie oblige, ça va être le premier qu'on fait en distanciel. Ouais. Euh, mais ça m'inquiète pas, on se connaît assez bien, je pense, pour que la complicité passe l'océan, passe l'océan et passe le continent. Je sais pas s'il y a besoin de te présenter, hein, t'es un des vétérinaires français emblématiques du vétérinaire qui suit des chevaux de sport depuis longtemps. Et on va avoir l'occasion d'en discuter pendant quelques temps. Bon, je me suis un petit peu documenté pour être bien up to date avant de parler avec toi. Et alors, bon, j'ai vu que tu étais Ouais. un vétérinaire équin qui avait une petite page Wikipédia, ce qui est pas si banal. Et dedans, on apprend que tu as été vétérinaire de l'équipe de France, en plus d'être cavalier d'endurance et champion du monde. Donc, je pense qu'il y a eu Un petit mélange de Philippe Benoît. un Il y a petit effectivement un peu mélange. de Philippe Benoît, oui. Bon, Donc, tu me rassures, t'as pas une vie cachée, tu n'es pas champion du monde d'endurance. il y a toujours des gens qui pensent que j'ai une vie cachée, ça devient pénible. Je ne suis pas champion d'endurance, ni à pied, ni à cheval. C'est pas ma spécialité. Euh, non. Mais pour le reste, j'ai vu qu'il y avait même une date d'anniversaire qui, à un jour près, était la bonne. Je me demande si j'ai vraiment un jumeau quelque part sur la planète. Mais, euh, mais il y a eu un Philippe Benoît, effectivement, cavalier d'endurance, qui était. Je me demande s'il était vétérinaire à 16 heures d'ailleurs. Mais bon, il y a un homonyme. Il y en a d'ailleurs pas mal des Philippe Benoît. Bon, écoute, je pense que j'ai bien, j'ai bien celui qui m'intéresse ce soir. Euh, tu, euh, Tu as toujours, on se connaît maintenant depuis longtemps, je t'ai toujours vu très enthousiaste de ton métier. Euh, que c'est quoi ta philosophie? Alors, je suis de nature très optimiste. Quelquefois trop, ça peut déranger parce que je vois toujours les choses d'un bon côté. J'ai toujours envie d'aller de l'avant. J'ai toujours envie d'apprendre. Je me réveille le matin en général de très bonne humeur. Je crois que les seules choses qui m'ont mis de mauvaise humeur, c'était surtout quand j'ai eu des problèmes de dos, que je pouvais moins travailler ou que j'avais effectivement été cloué avec de la douleur. La douleur, ça rend pas de bonne humeur. Mais cet enthousiasme, c'est aussi lié à ton entourage que tu crées. Tu sais, si tu as, je pense, une famille compréhensive, des collaborateurs qui sont sympathiques et qui te poussent à être un peu plus actif et t'emmènent un petit peu dans tes envies et tes projets. Mais ça se cultive. En même temps, je crois qu'on est comme ça ou on n'est pas comme ça. Je parle né, N-A-I-T, E-E-S-T, mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque et qui a aussi, je pense, permis de passer pas mal de caps de vie qui sont pas toujours simples quand on est vétérinaire équin, et tout le monde le sait quand à l'écoute, aussi bien sur le plan professionnel que familial. Et ça aide à garder un petit peu la foi dans tout ce qu'on fait, mais pas que dans le boulot, hein. Et donc cet enthousiasme, il faut arriver à le partager. Mais ça peut déranger, je sais, parce qu'il y a des clients que ça surprend, il y a des gens de la famille que ça surprend. Mais je pense que c'est vraiment
quelque chose que tu as en toi ou que tu n'as pas. Et alors, quand on est un optimiste, enthousiaste du travail, est-ce que c'est facile à partager en famille? Ah, justement, c'est pas toujours simple parce que on a, on raisonne beaucoup, on en parle beaucoup avec mon épouse de l'énergie qui t'emmène dans une direction. Et cette énergie, si elle est trop orientée travail, c'est-à-dire que si ton feed d'énergie, si ce qui te nourrit cette énergie est uniquement au travail, c'est pas bon pour la vie privée. Et c'est tout le problème qu'on a, c'est que je connais plein de confrères qui se lèvent le matin, ils sont ravis d'aller bosser, de mettre leurs chaussures, de démarrer tôt le matin, parce que quand même, quels sont les métiers où tu peux te lever au milieu de la nuit pour aller faire une urgence, le lendemain te réveiller quand même à 5 ou 6 heures pour aller prendre 2 heures de route et aller voir des chevaux, trouver l'énergie pour repartir le soir, et il y a quand même quelque chose qui doit nous diriger dans cette direction, et ça peut effectivement déranger, comme je l'ai dit. Donc il faut qu'au niveau privé, on trouve des énergies similaires. Ça rejoint, je pense, beaucoup les thèmes de votre masterclass qui me plaisent énormément, où il faut arriver à avoir une énergie similaire dans notre vie de tous les jours et pas que dans le travail. Au début, c'est compréhensible quand on a 27, 28 ans, qu'on sort de l'école veto, qu'on part à fond dans son projet professionnel, mais ça peut être dur pour son entourage. Donc il faut avoir la même énergie ou trouver les mêmes énergies dans des activités sportives, artistiques, et il y en a plein qui sont disponibles pour nous, mais il faut aussi y consacrer le temps. Et c'est une discipline finalement. Donc, ces temps-ci, je me suis mis à mettre de l'énergie, d'en trouver du temps avec faire des randonnées avec mon épouse ou mon petit dernier. Je fais du tennis toutes les semaines, donc je prends une leçon exprès pour être sûr que c'est discipline, parce que sinon, si c'est pas discipliné, on n'y arrive pas. Un peu de gym tous les jours, ça c'est important aussi, surtout avec. J'ai été opéré 2 fois du dos, donc il faut aussi passer ce cap-là. Donc, une discipline parallèle et qui, au bout d'un moment, ne devient plus une discipline, parce que si je dis discipline, ça veut dire que c'est quelque chose qui est un peu contre ma volonté. Et il ne faut pas que ce soit contre ta volonté. Donc, tu trouves un moyen pour t'intégrer dans ta vie privée et dans ta vie sociale, quelque chose de différent que juste le boulot. Et j'ai très peu d'amis, ou disons très peu de relations sociales avec mes clients. Et ça, c'est aussi quelque chose de capital, je pense, mais depuis le début. J'ai toujours eu deux, trois clients que j'aime bien, avec qui on a des bonnes relations, mais ou des amis qui sont dans le milieu, mais que j'ai eu ou pas comme client après, c'était pas le problème. Et j'ai toujours essayé de dissocier très fortement cette partie-là. Et ça, c'est, je pense, aussi très important, parce que sinon on rentre dans un système où on est tout le temps sollicité. Hein, il y a toujours les bonnes blagues du gars qui est dermatologue et qui va en sortie et qu'à chaque fois les gens leur montrent là, ah, regarde, j'ai une pustule là, machin, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas du tout le truc. Non, ici, c'est vraiment important. Et on peut très rapidement se faire submerger. Surtout si on a cet enthousiasme. Hein. Alors, si on repart du départ, si j'ai bonne mémoire, tu es parisien. Il était Oui. comment ce petit garçon parisien? Comment tu le Ah, décrirais? Le petit ah, Philippe. le petit Philippe parisien, il allait à l'école près de Montparnasse. Il était très motivé pour aller faire du cheval toutes les semaines. Donc, je prenais le train à la gare Montparnasse, je partais dans les Yvelines, je prenais ma mobilette, je roulais une demi-heure, qu'il pleuve, qu'il neige, pour aller monter un cheval qu'on avait dans les Yvelines à l'époque, près de Feucherolles. C'est mon père qui m'avait un petit peu initié à ça. On voulait faire un sport père et fils, c'était très sympa. Après, mon père a freiné pour des raisons plus de santé au général, disons aussi de pas vouloir tomber régulièrement et se faire mal. C'était quand j'avais plutôt dans les 25 ans, donc j'étais encore à l'école veto. Après, le Parisien est devenu un étudiant de l'école d'Alfort, donc je suis resté parisien. Et c'était plus facile, j'avais un appartement à Paris dans le même site que mes parents, on va dire. Et j'ai enchaîné je montais à la Cheva, donc à l'école veto, et j'avais mon cheval à l'époque qui était juste à côté, donc je faisais un petit peu les deux allers-retours. Le monter à cheval m'a permis de passer aussi ces moments d'enthousiasme et les compétitions le week-end. Je sortais, mais pas trop. Donc, c'était un peu mon truc de partir. Il m'arrivait de mettre le vent derrière la voiture et de voir mes copains rentrer de boîte. Ça faisait drôle. Euh, mais bon, quelquefois, je faisais la boîte et j'attelais le vent juste derrière. C'était pas toujours simple pour la première épreuve de la journée. Quelques erreurs de parcours comme ça, hein, mais ça arrive. Voilà. Mais c'était un peu ça ma vie de Parisien.
Et je sortais pas beaucoup, je n'avais pas trop d'activité, je jouais de la musique. Et ça me permettait, encore une fois, d'avoir une activité parallèle. Parce que si cet enthousiasme et cette envie de monter à cheval, après, s'est transformé professionnellement dans le même optimisme et enthousiasme dans le métier de vétérinaire équin, il fallait effectivement que j'aie déjà, à l'époque, d'autres trucs à côté. Parce que la passion était un petit peu dévorante. Donc, toi, clairement, le métier de veto, c'est le cheval, c'est venu par le cheval. Ah oui, oui, oui. C'est même au point que quand on me présente un autre animal, je me sens terriblement incompétent. Et quelquefois, ma femme me dit toujours si, quand même, parce que bon, c'est le vétérinaire aussi, quand je vois les chiens qu'on a à la maison et qu'il y a un petit souci, bon, je suis quand même pas très au point. Mais non, c'était vraiment les chevaux. Je suis Et tu parti as quand même là-dedans. tu es globalement quelqu'un de très animalier ou tu es un monomaniaque du cheval? Je pense que je suis plus monomaniaque du cheval que animalier. Franchement, ça c'est quelque chose que je reconnais. J'adore les animaux, hein, attention. J'ai des chiens, mes enfants ont des chiens, des chats, et je suis ravi de les voir, de passer du temps avec, de les promener et tout. Mais je suis plus orienté, j'ai plus de communication naturelle avec le cheval, voilà. Bon, tu nous as parlé un petit peu de tes études à Maison-Alfort. Si je voulais poser la question du vieux druide, je te dirais, étudiant à Alfort, c'est une bonne ou une mauvaise situation? Aïe, 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 aïe. Bon, à Alfort, j'ai eu la chance de rencontrer une première personne qui malheureusement nous a quittés trop vite, qui était Marc Delmont. Et Marc Delmont était veto de l'équipe de France à l'époque et j'étais en troisième année. Il allait s'associer avec Richard Cord à l'époque à Grosbois, donc ça remonte à quelques années. Et c'était vraiment un gars extraordinaire, enfin, un charisme incroyable, très drôle, très bon dans ce qu'il faisait, de ce que j'ai su après et avant dans sa carrière. Et donc Marc Delmont a marqué plusieurs confrères de l'époque. Il y avait Pierre Bismuth qui était à Grosbois régulièrement, bien sûr Richard Cord qui était très copain avec lui. C'était aussi l'époque de Jean-François Chary, Jean-Marc Dufossé. Et, euh, et puis c'était l'époque où Jean-François Chary d'ailleurs était directeur de l'école vétérinaire d'Alfort et chirurgien à la même école. Et donc Marc Delmont avait envie de récupérer un peu les jeunes passionnés de médecine vétérinaire équine pour s'entourer et puis faire un format d'éducation équine à l'époque où la spécialisation a démarré. C'est-à-dire la fameuse fin de quatrième année pour nous et qui est devenue la cinquième année pour les nouveaux confrères. Et, et c'était un type, vraiment, on avait envie d'être avec lui, quoi. Il avait un charisme extraordinaire. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec lui de la fin de troisième année jusqu'à la fin de quatrième année. Malheureusement, c'était la fin de quatrième année, c'était à l'époque des Jeux Olympiques de Séoul en 88. Et le pauvre Marc s'est tué en voiture sur la route de Fontainebleau en allant à la quarantaine. Et c'est Olivier Lepage au pied levé qui est allé aux Jeux Olympiques de Séoul pour le CSO. Il était déjà pour le complet, mais il s'occupait du CSO en même temps. Donc il y a eu ça a été un premier drame. En même temps, c'est ce qui a marqué, j'allais dire, la fin de mes études à Maison-Alfort. Euh, un drame qui a caché, on va dire, une joie, c'était que Marc Delmont m'avait dit ah, il faut absolument que je te présente un gars super, un maréchal Ferrand. Il s'appelle Jean-Louis Brochet, qui forcément, pour beaucoup d'entre nous de notre génération, a été aussi quelqu'un de très très charismatique. Et Jean-Louis, je le connaissais parce qu'à l'époque, il s'occupait de mes chevaux et il les ferrait. Donc c'était super de le retrouver à l'école vétérinaire. Et il a été franchement un de mes mentors parce que c'est quelqu'un qui m'a appris à regarder le cheval différemment. Lui, il disait toujours, je regarde d'abord les pieds, ensuite le reste du cheval. Il avait tendance à dire que les vétérinaires regardaient surtout la tête, le dos, et puis après ils redescendaient. Moi, chacun avait sa façon de voir l'animal. Mais Jean-Louis, au-delà d'être énormément drôle, énormément empathique, passionné, m'a apporté énormément sur le plan personnel et professionnel. Et bon, il nous a quittés aussi un peu trop tôt. Et dans la Je même me foulée, souviens on avait Jean-Marie. Oui, vas-y. je me souviens de Jean-Louis qui disait, mais quand tu examines un cheval, imagine que tu as des yeux au bout des doigts. Exactement. Et c'est ce qu'il avait, lui, hein. Il était capable de trouver Ouais. un abcès sur un pied en palpant le pied. Les gens croient à peine ce que je dis parce que c'est vrai qu'il fallait le voir pour le croire. Mais c'était vraiment Mm. quelqu'un qui avait un sens clinique incroyable et palpatoire incroyable. Et ça énervait Jean-Marie au plus fort.
On en parle très régulièrement parce que Jean-Marie est devenu un de ses grands amis aussi. Et, euh, et c'était le moment où Jean-Marie Denoy arrivait à l'école pareil pour prendre la chaire d'anatomie et ensuite s'occuper de la partie équine de la clinique d'Alfort. Donc ça, c'était vraiment un moment incroyable pour nous tous de cette même génération. Et je dois dire que dans cette génération, il y avait beaucoup de confrères qui, dans ma promo, il y avait Claire Cicluna, Olivier Boulin, Philippe Eustache, enfin, il y en a plein d'autres que je pourrais peut-être pas tous citer, mais c'était une promo qui était très dynamique, la promo 89, et qui a été entourée et baignée par Jean-Marie, Marc Delmont pour ceux qui l'ont connu, Jean-Louis qui venait ferrer à l'école et qui s'occupait des cas orthopédiques là-bas. Donc on a passé vraiment des bons moments. Donc toi, oui, tu as fait un peu plus que croiser Jean-Marie, mais toi, tu es un petit peu resté. Sur on va dire sur les 4 ans d'études, est-ce que tu as eu un professeur qui t'a vraiment marqué, qui reste pour toi une figure un peu emblématique du professorat, surtout à l'époque, c'était quand même encore des mandarins un peu, hein, ces Ah oui, titulaires de oui. chaire. Ah, tout à fait, tout à fait. Le côté mandarinat, je l'ai connu fortement avec le professeur Voltaire en alimentation. Et comme eu envie de rester un peu plus parisien aussi, parce qu'il y avait Marc à l'époque, comme je disais, qui malheureusement nous a quittés, mais aussi Jean-Marie, j'ai trouvé le moyen d'être proche de la clinique équine en me faisant embaucher comme assistant en alimentation, parce que l'alimentation, c'était aussi la physiologie à l'époque pour le sport, et on était les premiers à avoir un tapis roulant pour les chevaux. Et donc, on avait ce tapis roulant qui était dans le hall des hôpitaux, donc c'était vraiment impressionnant. Je l'ai vu l'autre fois, je suis repassé exprès à l'Alfort, il est toujours là. Il est un petit peu malheureusement rouillé, mais on l'a utilisé fortement parce que le professeur Voltaire avait récupéré des fonds de diverses personnes pour faire fonctionner ce tapis, faire des études en physiologie sportive. Et du coup, ça m'a branché de rester dans la chaire d'alimentation pour cette raison. Donc, le professeur Voltaire a été l'un d'eux. Euh, Jean-Marie Paragon qui était avec lui, mais qui était, on va dire, le numéro 2 de la chaire à l'époque. Et puis surtout Jean-Marie Denoy, forcément, parce que Jean-Marie à l'époque, c'était vraiment la diva, et il l'est toujours. Il était impressionnant de connaissances, impressionnant sur le plan pédagogique. Ce qu'on a appris avec Jean-Marie a été plus qu'extraordinaire. En plus, on s'est rendu compte que petit à petit, qu'on avait eu la chance d'avoir peut-être la personne qui a révolutionné l'échographie moderne, qui a révolutionné la façon d'apprendre l'anatomie fonctionnelle. Et maintenant que Jean-Marie est devenu une star mondiale, l'avoir à l'époque disponible pour nous, on ne le savait pas peut-être, mais forcément, quand on était proche de lui, on sentait qu'on allait avoir quelque chose de fabuleux sur le plan pédagogique et professionnel. Mais des vétos m'ont raconté que quand il était parti au, à l'AIP présenter l'échographie des ménisques, à une époque où personne faisait d'échographie, même l'échographie tendineuse était balbutiante, et qu'il y avait pas mal de vétos américains qui avaient dit viens, on va ça qui prétend qu'il va nous montrer des images de ménisques. Donc les gens étaient venus un peu goguenards, et que quand ils avaient vu la présentation, les images et tout, ils avaient la mâchoire qui s'était décrochée en disant Ah oui, oui. ah, ah oui, lui, il va nous apprendre quelque chose. J'ai pris le poste à Alfort. J'étais resté un peu proche de tout ce qui était travail pour les équipes veto, les équipes, pardon, à la fédération, par le biais d'Olivier Lepage. Et Olivier m'a proposé, pendant que j'étais à Alfort, de commencer à travailler un petit peu pour le complet et le CSO. Donc j'ai fait quelques allers-retours. Et pour répondre à ta question, pendant cette période-là, le professeur Voltaire m'a proposé d'être assistant enseignant. Donc j'ai fait une deuxième année et j'enseignais l'alimentation, la bromatologie, que j'ai gardé pas mal en mémoire, pour les premières années d'école. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé d'ailleurs auteur avec Charles Barret de la reprise du Voltaire. C'est-à-dire le Voltaire qui était la Bible d'alimentation du cheval. Et quand Voltaire est décédé, son épouse est venue nous contacter pour proposer de reprendre l'édition qui a été publiée par France Agricole il y a 7 ans maintenant. Et ça, c'est une belle aventure aussi. Donc du coup, voilà, j'ai eu une partie académique qui a été
faible. Après, ils m'ont proposé de faire un doctorat en physio sportif sur des poneys, et là, j'ai un peu craqué. Là, j'ai dit non, je vais partir en clientèle. Et dans ta pratique d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste qui vient de tes études? Curieusement, pas mal de choses. La plus grande part, c'est surtout avec l'alimentation et la physio sportive, parce que j'ai toujours vu chez mes confrères que l'alimentation et la physio sportive, avec les chiffres qu'on doit apprendre et certains, on va dire, les voies métaboliques, c'est rébarbatif, quoi. Les gens aiment pas ça. Et on peut faire de l'alimentation amusante, on peut faire de la physio sportive amusante. Et je me suis un peu passionné de ça, je dois dire. Et encore aujourd'hui, j'aime bien relire des articles d'Alim, j'aime bien retrouver un petit peu les dernières recherches scientifiques à ce propos. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé de mes études. Euh, L'anatomie, j'ai du mal. J'adore l'anatomie, mais j'avais du mal à retenir les choses, donc je la bachote encore aujourd'hui, régulièrement. J'adore le dernier bouquin de Jean-Marie à ce sujet-là, parce que j'ai toujours dans ma voiture et je feuillette les photos. Euh, mais chacun a son truc. Par exemple, euh, j'ai pas honte de dire que je suis nul en ophtalmo. J'ai jamais accroché et pourtant j'aime ça, mais je suis pas bon. La gynéco, j'ai dû apprendre sur le tas, un peu comme tout le monde, mais parce que je pense que c'est important d'avoir des notions de gynéco quand on suit des chevaux de sport, ne serait-ce que pour éliminer certaines sources de douleur chez les juments ou chez les étalons, ou même les, les animaux castrés. Voilà, mais donc ce que j'ai vraiment retenu, ouais, c'est l'alimentation, la nutrition, la physio sportive. Ouais. Super. Et alors, sortant de cette expérience dans l'équipe Voltaire, on va dire, tu avais un plan de carrière. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et puis après veto d'équipe de France, installation bréviaire? Tu as déroulé un plan ou tu as surfé des vagues qui se présentaient, qui te paraissaient favorables? Ah, écoute, c'est une bonne question. Je crois qu'il y a des opportunités dans la vie qu'on arrive à choper. Il y en a une en particulier qui a été Olivier Lepage, qui malheureusement après la mort de Marc Delmont avait du mal à trouver un confrère pour faire la partie CSO. Donc il m'a mis le pied à l'étrier, il m'a proposé de venir travailler avec lui en Normandie. Donc j'ai fait des allers-retours pendant que j'étais encore chez Voltaire toutes les semaines. Et puis, je me suis occupé de quelques concours de complet. J'étais à Burghley, j'étais à Badminton. Après, je suis allé directement à la Coupe du Monde à Delmar. C'est curieux parce que c'était en 92 et 30 ans plus tard, je me retrouve en Californie à côté de cette Coupe du Monde qui était un peu originale à l'époque. Il y avait pratiquement eu jamais de Coupe du Monde à l'extérieur de l'Europe. Et, euh, et après ça, en gros, comme c'était un peu du dépannage et que ça s'est pas mal passé, il m'a proposé de rester et d'être lié, on va dire, à son activité. Donc en fait, Olivier m'a mis le pied à l'étrier. En même temps, il m'a utilisé un peu comme collaborateur et moi j'ai eu Olivier comme, on va dire, deuxième mentor à l'époque pour la partie aussi bien technique que surtout psychologique. Parce que s'occuper de ces chevaux-là, c'est une chose, mais s'occuper des cavaliers et des propriétaires sur le plan, on va dire, communication et psychologique, c'était vraiment un pas différent. Voilà, on avait. Et puis à l'époque, il y avait eu pas mal de problèmes de nutrition et de physio sportive en suivi des chevaux, et donc ça a commencé en fait par une espèce de consultation, euh, des trucs tout bêtes. Il y avait Quito de Bossy, d'Eric qui prenait pas de l'état, qui transpirait beaucoup, enfin des choses vraiment qui avaient l'air assez banales. Et puis, bon, sans rentrer dans le technique, le cheval avait une ration très riche en protéines parce qu'il était toujours à la saillie. Eric trouvait que le cheval n'avait pas d'endurance, donc on a commencé à utiliser les matières grasses dans la nutrition des chevaux de sport. Euh, on a vu que ça fonctionnait très bien. Ah, mais il faut se rappeler que c'était une époque où on avait des bases scientifiques, mais on utilisait très peu sur le haut niveau. Et donc, quand on l'appliquait au haut niveau et qu'on voyait des résultats, c'était quasi immédiat, parce que l'alimentation, quand on fait des grosses erreurs, ben, ça met un peu de temps à se montrer, c'est un poison lent, comme je dis toujours. Par contre, quand on résout le problème, c'est très efficace, et en l'espace de 3 4 semaines, on voit des résultats dans le bon sens. Et ça m'a permis de rentrer un peu plus dans l'équipe à ce moment-là, et j'étais super bien accueilli. D'ailleurs, Eric est resté un client depuis et puis un ami, hein, puisqu'il est même venu avec moi aux États-Unis. On a été mandaté en même temps par le client à l'époque. Mais c'est intéressant parce que c'est des chances de vie qu'on prend. Il faut les travailler, ces chances-là, bien sûr, hein, c'est pas de la fatalité.
Et c'est un peu comme ça que j'ai fait la transition entre la partie Voltaire, Lepage, et ensuite j'ai trouvé une maison au Bréviaire. J'avais un autre gros client là-bas qui me faisait beaucoup travailler, Guy Jonquière d'Oriola, et j'ai décidé de voilà, de m'installer dans la région, c'était plus simple. J'étais près de Paris, j'avais encore beaucoup de familles sur Paris, ça me plaisait d'être pas loin de Paris, voilà. Mais je suis pas citadin dans l'âme, donc ça correspondait bien. Moi, j'étais pas paumé non plus, hein. Et pour la petite histoire, c'était rigolo parce que je travaillais beaucoup j'avais des bonnes relations avec Jean-Marc Dufossé et Gérard Larcher qui avait quitté sa pratique. Et je me suis retrouvé finalement dans la même commune que Gérard Larcher qui devenait cette même année président du Sénat. Donc c'est vraiment une époque Gérard Larcher, intéressante. Gérard Larcher, dont je ne sais pas si beaucoup de gens savent qu'il a été vétérinaire de l'équipe de France avant, avant Marc Delmont, avant Gérard Larcher. Il a été vétérinaire de l'équipe de France dans les années jusqu'aux années 80, je crois, dans les années C'est ça. 70. Il a accompagné l'équipe de France à Montréal, qui était la dernière médaille d'or qu'ils avaient eue avant Rio. Donc ça fait quand même, c'était en 76, hein, donc c'est quand même une belle époque, avant les Jeux de Il remplacement de avait, Moscou. lui-même avait succédé à Pradier. Tout Il y à avait fait. quand même eu des sacrées têtes dans ces Ah vétos oui. d'équipe de France. Il y avait Non, c'est intéressant quelque parce que chose. c'était quelque chose. À l'époque, il y a certains étaient salariés hein, de la fédération. Hmm. Donc c'était quand même particulier comme boulot. En fait, Olivier Lepage et moi, on a été la première génération de vétérinaires qui n'étaient pas salariés par l'équipe, par la fédération. Donc il y avait un salaire et il y avait le boulot à côté de vétérinaire, hein. Chacun avait son activité. Mais on a été les premiers contractés en fait par la Fédé. Je crois qu'il y avait un aspect légal qu'ils avaient un peu pas trop mesuré à l'époque, d'avoir un gars qui était salarié pour aller berlinguer les chevaux, ça faisait un peu bizarre. Mais bon. Et par contre, pour toi, pour être président du Sénat, le virage serait un peu tardif maintenant. Sans doute, sans doute. Je vais en parler à Gérard, je vais voir avec lui ce qu'il en pense. Mais, et alors donc, finalement, tu t'es retrouvé aux manettes, on va dire, de la santé équipe de France dans des années où il y a eu quand même une grosse dynamique, une grosse ambiance avec Patrick Caron, beaucoup de résultats. Je pense que quel regard tu portes aujourd'hui sur ces années, Patrick Caron? Ah, c'était magnifique. On était sur un petit nuage. D'abord, on avait une équipe très soudée, qui était déjà, on va dire, un peu ancienne, parce que par hasard, je m'étais retrouvé à Stockholm pour travailler avec une boîte qui faisait des fers qui s'appelait Springtop à l'époque, des fers assez originaux en aluminium. Et j'avais rencontré Patrick et Eric déjà là-bas, un petit peu. Bon, je les connaissais de loin, mais sans plus. Et quand je me suis retrouvé avec Olivier Lepage à nouveau avec eux, on a passé un cap extraordinaire dans le sens où Patrick était très maniaque de tout ce qui pouvait apporter un petit pourcentage de résultats à l'équipe de France. Donc, dès qu'on a pu mettre en place des programmes de la médecine longitudinale, du suivi longitudinal dans l'équipe, il a été tout de suite très adhérent au système et ça apportait des fruits immédiats qui ont été ensuite repris bien sûr par plein de confrères qui ont suivi après notre passage là-bas et dans une très bonne dynamique parce que la plupart aussi avaient déjà des vétos de terrain, on va dire, des vétos traitants, mais c'était une époque aussi où j'avais la chance que la plupart de ces membres d'équipe étaient des clients. Pas forcément constant parce qu'ils venaient de toute la France et je circulais pas dans toute la France, mais on avait un suivi vraiment de A à Z qui était super bien coordonné. Et puis, et avec Patrick, on s'asseyait quand même tous les mois pour discuter des sélections sur le plan physique. Et moi, je lui donnais juste un système de feu vert, orange, rouge, fonction de la santé des chevaux, sans rentrer dans le détail. Il voulait pas avoir de détails particuliers, il voulait pas s'impliquer là-dedans, mais ça permettait vraiment d'avoir une équipe qui était toujours solide. Je crois que la plupart des problèmes qu'on a eu et que beaucoup d'équipes ont aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas une confiance totale dans ce système-là, on a des chevaux qui arrivent dans les équipes ou dans les grosses échéances avec une santé qui peut être douteuse. Et ça, c'est pas facile du tout. Parce que on vous raconte des cracks, aussi bien le cavalier que quelquefois le confrère, malheureusement. Mais c'est quelque chose qu'on a pu éviter à cette époque-là. Et voilà, on a récolté vraiment beaucoup de championnats à l'époque, quoi. Il y a pas grand-chose qui nous a échappé à l'époque comme résultat.
Moi, j'ai suivi quelques chevaux qui ont fait partie de l'équipe de France à l'époque et je garde le souvenir de quelqu'un bon, qui pouvait être tatillon jusqu'à être emmerdant, mais de Oui, très méticuleux, précis, exigeant et qui lâchait jamais rien. tout à fait. Tout à fait. Non, mais si tu veux, les gens pensaient encore au facteur chance à l'époque. C'était quand même, on était un peu au Moyen Âge en termes de suivi sportif. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Il n'y avait pas de suivi nutritionnel, le suivi ferrure, c'était un peu au lait. On avait très peu d'informations. On a quand même mis en place les fiches techniques pour les chevaux de sport. On a mis en place les fiches de ferrure. On a mis en place le calendrier qu'on regarde à l'envers, que Jean-Maurice a très bien décrit et qu'il a repris avec encore plus de précision. Euh, Patrick a été un initiateur. De toute façon, Jean-Maurice était dans l'équipe à l'époque, hein. Il a été champion d'Europe, enfin, il a été, pardon, médaille de bronze au championnat d'Europe à Saint-Gall quand j'étais veto d'équipe. Et Jean-Maurice faisait partie de ces cavaliers qui, effectivement, avaient le potentiel d'être déjà dans ce système d'entraînement et de suivi, qu'il a très, très bien mis en place avec Liv Van de Kebus et ensuite avec Jérôme Thévenot. Donc, c'était déjà initié. Mais il fallait le continuer. Il fallait avoir des gens qui avaient envie de faire pareil. Euh, et Patrick l'a soutenu, l'a défendu, m'a donné les crédits pour le faire parce que il fallait être beaucoup plus souvent sur les concours qu'avant. C'était une époque peut-être délicate au niveau personnel parce que j'ai dû voyager beaucoup plus qu'avant. À l'époque, le veto d'équipe, il partait pratiquement 100 jours par an euh, en déplacement. Donc les déplacements, c'était quand même c'était lourd sur le plan professionnel et privé. On abandonne sa clinique, on abandonne sa clientèle, et les clients, ils en ont rien à foutre que vous soyez veto d'équipe, hein. Ils attendent pas, ils ont besoin d'être. Les clients, on les perd quand on n'est pas disponible, on les perd pas parce qu'on n'est pas bon au départ. Alors bien Hmm. sûr, si vous voyez 4 fois de suite pour le même problème, et vous dites qu'on peut deviner qu'on n'est pas très fort sur le cas. Mais on perd nos clients parce qu'on n'est pas disponible. Il faut jamais oublier ça, jamais. Est-ce que tu aurais est-ce que tu aurais une anecdote qui te revient, qui caractérise un peu cette époque-là, que tu aurais envie de nous partager? Oula, il y a il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire parce que c'est un peu secret. Il y a, il y a des, non, mais ça m'est arrivé à l'époque. Il faut quand même pas oublier que on n'avait pas les soins avec les fiches A et fiches B de la FEI ou les anciennes Form 1, 2, 3 qu'on avait aussi développées dans les années 2000. En gros, on n'avait pas le droit de soigner un cheval. Donc, il y avait un veto d'équipe. C'était très, très, très hypocrite comme position. On était payé par une fédération. On débarquait dans une écurie. Il fallait que tout se passe bien. Il y avait des chevaux qui pouvaient être bancals et il fallait les mettre au mieux pour la visite veto quand ils avaient fait quelquefois un transport. Alors, enfin, la première anecdote qui me revient en tête, c'est finalement mon, un petit peu mon madème du feu. C'est la fameuse arrivée à Delmar en 92. Donc, premier concours hors d'Europe. Je voyage avec les chevaux, on arrive en avion, on n'était que deux vétos dans l'avion qui partait de Francfort. Il y avait la crème de tous les chevaux à l'époque. Il y avait Paquito dans le voyage, il y avait Roxane, il y avait Punition avec Alexandra Lederman, il y avait Prestige avec Philippe Rosier, il y avait, mon Dieu, je crois que c'était Souviens-toi avec Bosti, il y avait Darko avec Philippe, c'est pas Philippe, mon Dieu, euh, Philippe avec Hart? Ludo Philippers. Il y Hmm. avait Dollar Girl, il y avait tous ces grands chevaux. Enfin bon, c'était magnifique. Dans l'avion, il y avait vraiment les icônes du sport de saut d'obstacle. Et on arrive à Delmar en avion. Et en fait, ils avaient réussi à obtenir, par l'organisation du concours, d'atterrir sur la base de Miramar. La base de Miramar, c'est la base de Top Gun. Et c'était quelques années après le film. Donc, le Boeing 747 qui avait tous les chevaux dedans s'est fait escorter depuis le Grand Canyon jusqu'à l'atterrissage pour des raisons purement de sécurité par deux F-16. Donc il y avait deux F-16 de chaque côté du 747. On s'est posé à Miramar, la base de Top Gun. Les chevaux sont sortis des containers un par un et il y avait un cordon de militaires pour éviter que ça s'échappe ou qu'on aille faire des conneries, même pour nous d'ailleurs. Pas le droit de faire de photos ni rien. Et on est allé jusqu'à des camions qui ont été scellés avec pour arriver au concours de Delmar. Et Delmar, c'est près de la mer, c'est une ancienne piste de course qui fonctionne régulièrement, mais juste 2 mois dans l'année, toujours maintenant d'ailleurs. Et il y avait tous les box qui étaient préparés avec une partie quarantaine, une partie non quarantaine.
et on voit deux gars arriver en blanc, mais tout en blanc, vraiment avec le masque et tout le bazar, dont c'était les deux vétos du concours qui avaient vraiment le droit de toucher les chevaux qu'avec des gants. Nous, pareil, enfin, c'était vraiment, on était comme contaminés depuis le début. Un des deux, il s'appelle Richard Markel, c'est devenu un de mes meilleurs copains ici. Et, on, et on sort les chevaux un par un, puis on les trotte pour voir si tout va bien. Et moi, évidemment, j'en ai un qui sort sur trois pattes. J'ai dit, bon, c'est pas possible. Alors, et c'était le cheval de Philippe, enfin, peu importe les détails, parce que maintenant, il y a prescription. Et il s'était fait mal, il s'est tapé le pâturon et tout. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une inflammation synovite énorme. On ne savait même pas ce qui se passait. On commençait à faire de l'échographie. Donc, je regardais quand même un peu comment était le boulet et tout ça. Et bref, on l'a soigné aux lampes torches dans la nuit du lundi au mardi. Le visite veto était le mardi matin pour mettre le cheval à peu près confortable. Dieu merci, la visite veto avait lieu sur un sol très souple et le cheval était confortable. Par respect pour le cheval, on l'a pas fait sauter les 2 jours qui ont suivi, il a juste sauté les 2 derniers jours du concours. Mais bon, et c'était pour vous mettre dans l'ambiance qu'à l'époque, quand on soignait un cheval dans les règlements FEI, c'était la nuit, lampe torche, on passait quelquefois les grilles sans passer par la porte d'entrée. Enfin bon, des trucs un peu douteux. Mais voilà, ça faisait partie du jeu, c'était rigolo. On faisait pas de mal aux chevaux à la fin. Bon, c'était un petit peu ce qu'on était obligé de faire. Donc il y avait quand même une grande hypocrisie dans tout ce suivi-là. Parce que bon, encore une fois, on était censé arriver avec des chevaux en forme et qu'il n'y ait pas de problème, mais le moindre accident, une fois qu'on est à 12 000 km et que le cheval ne peut pas faire le concours, si c'était quelque chose qu'on pouvait, on va dire, arranger ou améliorer, pourquoi pas. Mais des anecdotes comme ça, bon, j'en ai un peu plus, mais après on va taire les noms. On va pas tourner non plus à la discussion d'anciens combattants. Non. Dans ce poste, quand tu es à cette place de vétérinaire d'équipe, il peut y avoir un jeu de rôle parfois compliqué entre le veto d'équipe, le veto traitant ou différents intervenants. J'ai l'impression que tu t'en es toujours plutôt assez bien sorti de ce dialogue avec les confrères. C'était quoi ta ligne de conduite par rapport à ça? À la ligne de conduite, je pense que c'était la franchise et la vérité immédiate. C'est-à-dire que dès qu'on faisait un soin, j'appelais toujours le confrère. Dès qu'on avait un doute sur un cheval, on en parlait tout de suite. Et je passais beaucoup de temps à faire mes rapports, beaucoup de temps à renvoyer l'ascenseur, euh, beaucoup de temps à ne pas soigner ou ne pas faire quelque chose sur le cheval sans en avoir parlé avec le propriétaire et le vétérinaire. Euh, c'est- C'était quelque chose qui n'avait pas été fait trop on va dire, dans les normes dans le passé. On me l'avait fait comprendre et Patrick Caron m'a beaucoup aidé avec ça parce que bon, j'étais jeune, hein, j'avais 28 ans quand j'étais véto d'équipe. Donc, c'était un poste quand même qu'on pouvait envier, mais en même temps pas très enviable quand on devait gérer ces problèmes-là. Et donc, j'ai joué la franchise. C'est-à-dire qu'il y avait même beaucoup de chevaux, même pour des étrangers d'ailleurs, quand on les suivait, on renvoyait l'ascenseur immédiatement au confrère et on expliquait ce qu'on avait trouvé. Après, le confrère fait ce qu'il veut. Mais je pense que ça m'a aidé, premièrement, à être respecté par mes pairs, dans le sens où ils savent très bien que si un cheval partait en concours, ben, ils auraient l'ascenseur en retour. Moi, j'aurais la chance aussi d'avoir des nouvelles du cheval après. Et c'était important pour l'équipe parce que si j'avais pas de nouvelles et que le confrère trouvait que j'avais pas été correct avec lui, ben, l'info, je comprends à la rigueur le confrère, il m'aurait pas renvoyé euh, l'anamnèse ou les récents problèmes du cheval. Et ce qui aurait été franchement quelque chose qui, dans le temps, aurait empêcher une équipe quelquefois d'aller au bout d'une épreuve. Et je pense que ça, c'est les confrères aujourd'hui qui ont travaillé avec moi, je les remercie de tout cœur parce que cette confiance qu'on a établie, ça a permis quelquefois de dire, bon, écoute, non, le cheval n'est pas prêt, il faut que tu le saches, je préfère te le dire entre toi et moi, après tu vois avec l'entraîneur ou tu vois avec le cavalier. Mais ça nous a permis des grosses erreurs et je pense que de ce fait, on a souvent eu des équipes qui étaient en grosse forme physique et technique en arrivant sur les grosses échéances. Donc la Et transparence. aujourd'hui, pour toi, aujourd'hui, quand tu regardes l'état des lieux, santé autour des chevaux, il y a eu beaucoup de progrès, il y a eu que des progrès. Tu penses qu'aujourd'hui, les partitions sont bien jouées, on va dire, autour d'un cheval de haut niveau? C'est dur de juger ça, Olivier, mais la seule chose que je peux dire, c'est que je suis souvent en contact avec Jérôme, qui est vraiment resté
un ami et confrère parce que Jérôme Thévenot, maintenant, qui s'occupe des chevaux d'équipe de France de CSO, et depuis d'ailleurs une dizaine d'années, après Liv. Euh, le, le- le- le problème majeur aujourd'hui que je pense que Jérôme peut avoir, c'est qu'il n'a pas tous ses chevaux comme clients. Et je pense qu'un veto d'équipe, il doit non pas être le veto traitant de tous ces chevaux-là, mais il devrait avoir le budget pour pouvoir les suivre à domicile plus souvent. Ça devrait faire partie du jeu. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le budget aujourd'hui. Et je pense que si on pouvait rétablir un petit peu cette confiance entre le veto d'équipe et avoir le confrère impliqué dans le cheval au quotidien et avoir une visite commune avec le veto d'équipe et le veto du cheval, ça permettrait d'éviter les problèmes de dernière minute qu'on a tous connus. Il y a eu beaucoup de bugs, je pense, dans les 10 dernières années à cause de ça. Et il n'y a personne de responsable. La personne responsable, en fait, c'est la fédération qui pourrait développer, débloquer un peu plus de crédit pour ça, parce que on sait que la forme du cheval, elle est capitale dans le succès d'une équipe globale. Et si le pauvre Jérôme, on lui dit pas la vérité, comme moi à l'époque, j'ai eu quelquefois des confrères qui m'ont pas tout dit et qui après ont compris l'enjeu différemment. C'est des trucs tout bêtes, hein. Des confrères qui savaient pas que la phénylbutazone c'était plus autorisé en l'an 2000. Donc on donne un sachet la veille du concours, on dit ah, bah mince, on donne le sachet, bah, le cheval est déjà dans le camion, il est déjà sur le site du championnat X ou Y. C'est lourd de conséquences, bien sûr. Donc ça, on peut l'éviter s'il y a une communication qui est meilleure, ça c'est clair. Et cette transparence, je pense elle a pu manquer récemment, entre autres parce qu'il n'y a pas eu un examen, on va dire, commun entre le confrère impliqué et le veto d'équipe. Alors, on voit, c'est une situation qui est finalement assez fréquente pour des jeunes confrères qui ont un bon, un bon client, un Mhm. cavalier qui monte bien, puis qui se trouve qu'un cheval qui est meilleur que les autres, et puis il se retrouve avec un cheval qui est au-dessus qui se retrouve en équipe de France, ce dont ils n'ont pas l'habitude. C'est une source de stress, c'est aussi une source de satisfaction. Quel conseil tu leur donnerais à ces jeunes vétérinaires qui suivent ces chevaux-là? Ah, le premier conseil que je leur donne, c'est que s'ils se sentent pas trop à l'aise avec tout d'un coup le très haut niveau, c'est de se mettre en contact justement avec le veto d'équipe ou avec un confrère en qui ils ont confiance pour le suivi. Et parce qu'il y a une partie éducative, c'est pas les mêmes chevaux et le client devient euh, compliqué parce que le client ou le cavalier qui tout d'un coup se retrouve en équipe, il a plus le même comportement. Ça, j'en ai trop vu dans ma vie pour dire que c'est simple à gérer. Ils sont pas simples à gérer. Il y a trop de stress sur eux, donc ils mettent le stress sur le vétérinaire et le vétérinaire, dans le stress, on fait pas des choses bien. On fait des bêtises quand on est stressé. Ça, c'est indéniable. Donc, c'est important à ce moment précis de se faire entourer. Le cavalier, lui, se fait entourer souvent d'un entraîneur ou d'un autre cavalier pour comprendre le système du haut niveau, aussi bien pour le règlement, aussi bien pour gérer le stress et le travail qu'il y a à faire dans l'équipe quelquefois. Moi, je me rappelle d'Éric aidant Jean-François Roudot, Jean-Louis Roudot, pardon, où on avait aussi plein de nouveaux venus comme ça dans l'équipe. Et Patrick Caron s'arrangeait pour qu'il y ait toujours deux ou trois seniors ou vieux briscards avec un nouveau arrivant, pardon, pour l'aider, pour l'encadrer. Et au niveau vétérinaire, je pense que c'est exactement pareil. Donc, il ne faut pas hésiter, je pense, pour ces jeunes confrères qui se retrouvent tout d'un coup dans ce système qui est vraiment très stressant, d'avoir soit un mentor ou un confrère en qui ils ont confiance, plus âgé, qui a déjà vécu ça, ou carrément le veto d'équipe. Le veto d'équipe, en général, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui sait aussi comment gérer le cavalier et qui va ramener de l'information dans les deux sens. Voilà, c'est le meilleur conseil que j'ai donné. Toi, tu étais assez jeune hein, quand tu es arrivé veto d'équipe de France. Qui ont été tes mentors? Eh ben, pour le coup, c'était Olivier Lepage, puisque lui, c'est lui qui m'avait mis le pied à l'étrier. Donc, j'ai vraiment rendu à César ce qu'il fallait, parce que Olivier a été vraiment confiant dès le début. De toute façon, il était tellement occupé avec le complet et sa propre clientèle que ça devenait compliqué pour lui de faire le CSO. Mais il m'a fait confiance. Moi, je lui ai fait confiance. Il m'a ouvert des portes et il m'a toujours donné le conseil qu'il fallait au bon moment. Quand je suis arrivé à Delmar, et que j'ai eu ces soucis avec ces chevaux-là, je l'ai appelé à, je crois, 4 heures du matin et je lui ai demandé, voilà, qu'est-ce que je fais avec ce cheval-là. Donc, il a toujours été très, très responsable et très sympathique pour m'aider.
Il y a des moments où on est seul, hein, et forcément, où on doit prendre une décision. Les gens vont pas répondre. Puis il n'y avait pas de portable à l'époque, faut pas oublier. Donc j'étais pas là. Hey, je te fais un petit WhatsApp ou un petit FaceTime. Non, ça marchait pas. Donc Mm. voilà, il y a un moment donné où on est quand même seul face à des décisions à prendre. Mais Olivier m'a beaucoup aidé. Et puis il y avait des cas où effectivement, il n'y avait pas encore le CIRAL. Je pouvais demander à Jean-Marie. J'avais demandé j'avais pas beaucoup de confrères qui étaient très impliqués dans le sport de haut niveau à l'époque. Et puis après, bon, comme j'avais quand même de très bonnes relations avec mes voisins, j'étais avec Francis Desbrosses, Roland Perrin, on a vu beaucoup de cas ensemble. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter à partager ces cas-là. J'en parlais au cavalier avant, attention, hein, on ne faisait pas ça à la légère, mais on n'est jamais aussi bon qu'avec les autres. Il faut s'entourer, il n'y a aucun doute. On ne peut pas faire autrement. Et plus récemment, bon, quand Super. j'ai des soucis en médecine sportive, c'est vrai que j'étais content d'avoir Emmanuel pour m'aider, Julie Dovillet qui était à la clinique à un moment donné. On ouvre des perspectives différentes parce que on fait des progrès. On est vraiment parti du Moyen Âge. Il faut quand même pas oublier ça. Il y a même des propriétaires qui s'étouffaient de savoir que dans d'autres équipes, surtout en Allemagne, il y avait déjà les radios digitales. Nous, on avait encore les radios avec les films dans l'imprimante. Là, c'était terrible. Donc, il faut pas oublier que non, non, mais moi j'avais encore les bacs quand j'ai démarré. On Mm. avait C'est vrai, c'est vrai. Mm. donc faut pas jouer encore une fois les vieux combattants, mais il faut se mettre dans l'état d'esprit qu'on n'était pas bon. On n'était pas bon. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc les connaissances sont venues avec le temps, mais il fallait avoir confiance dans ces connaissances tout en même temps. Et ça nous a permis de passer des caps qu'aujourd'hui la communication et la science, elle est tellement forte, elle est tellement ouverte que quand on dit quelque chose maintenant en quelques minutes, quelques heures, tout le monde peut le savoir. Ton, ton aventure entrepreneuriale avec la clinique des Bréviaires, c'est quelque chose dont tu es fier? Ah, il y a des choses dont je suis fier, des choses dont je suis moins fier, c'est certain. Euh, la fierté, c'est de démarrer une activité, ça c'est sûr. J'étais tout seul, j'avais vraiment envie de m'entourer de jeunes confrères, j'avais vraiment une envie d'entreprise. On l'a créé, il n'y a pas eu de souci. Je me suis retrouvé avec 3 assistants au bout de 5 ans. Ça fonctionnait très très bien. J'étais content de les avoir parce que je voyageais beaucoup. Ils ont été très fidèles. Vraiment, j'ai eu des très très bons assistants. Je crois que j'ai rien à dire. J'étais bien entouré. Ils ont compris aussi que j'avais une vie un petit peu compliquée avec mes déplacements. J'ai eu la chance après d'avoir Philippe Hélès comme associé et puis Marc Burin-Desrosiers euh, pendant les 4 dernières années de mon activité. Ce qui est dur, c'est que l'entreprise, comme on le sait tous, c'est que on est vétérinaire, on s'entoure, et puis il faut former en même temps que récupérer les informations de chaque assistant le soir ou chaque semaine pour voir il y a pas eu de bug, qu'il n'y a pas eu des questions qu'ils n'ont pas osé demander. Donc, il faut mettre tout le monde dans un état de transparence et de confiance la plus totale possible, parce que dès qu'on est un peu dans ce système patriarcal où l'assistant a peur du patron, et ben il dit pas tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait, et c'est comme ça qu'on a des soucis, qu'on a des dossiers qui vont en litige. Donc j'en ai eu des cas, bien sûr, hein, on est jamais à l'abri. Par contre, cette transparence et cette empathie, cet enthousiasme aussi qu'on communique à ses collaborateurs permet d'éviter les problèmes, mais ça prend énormément de temps. Je comprends que pour beaucoup d'entre nous, c'est pas facile d'avoir une vie privée, une clinique, des collaborateurs, gérer le personnel, gérer les impayés, les soucis du quotidien, la secrétaire qui vient pas au dernier moment parce qu'un de ses enfants est malade. On est toujours la personne qui va récupérer le bébé, c'est-à-dire que quand on est patron. Donc quand on a son premier, son deuxième associé, ça change la donne, ça nous aide. Moi, je me rappelle que j'ai pris mes premiers 15 jours de vacances d'affilée au bout de 7 ans d'activité. Donc c'était lourd pour ma famille, ça c'est certain. Mais bon, il faut bien démarrer quelque part. Mais le conseil, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les jeunes confrères, il faut se regrouper, c'est obligatoire. Euh, je ne dis pas que ces sociétés financières qui achètent les cliniques, ça va être le futur, mais ça peut nous aider à avoir une vie un peu moins compliquée. Ça peut nous aider à régler le problème des relations humaines. Euh, ça peut nous permettre d'avoir des secrétariats plus dynamiques sans avoir à réinventer la roue à chaque fois. Donc, il faut les deux. Il faut les deux.
Je pense qu'il y a un avenir où on aura des entreprises vétérinaires qui vont être effectivement regroupées sous une chapelle, un groupement économique, mais il y aura aussi peut-être un système de conciergerie, de clientèle un petit peu de haut niveau, avec des vétérinaires qui fonctionnent différemment, avec beaucoup plus de relations privées avec les clients. Ça va être un petit peu, je pense, l'horizon Mhm. des années Quelque part, 2020-2030. nous, finalement, on a vécu des années de grande liberté, mais Oui, qui coûtaient très cher sur le plan personnel. Cette liberté se payait très cher. tout à fait. Euh, Ouais, sur le plan mm, personnel, ça a été compliqué. On est rare à ne pas avoir eu un divorce dans sa vie. On est rare à ne pas avoir eu la distance avec la famille qui a été complexe à gérer sur le long terme. Oui, on est rare et on est aussi rare à avoir gardé le moral, l'enthousiasme et de ne pas avoir pensé un jour à se mettre une perfusion de T61. On a malheureusement, toi et moi, connu trop de confrères qui se sont égarés et qui sont plus des nôtres aujourd'hui à cause de cela. Et c'est quelque chose mm. dont on doit parler ouvertement parce que il y en a encore des jeunes confrères qui sont isolés ou des moins jeunes qui se retrouvent du jour au lendemain sans femme, sans enfant, une clinique qui tourne pas comme il faut, des impayés. Euh, Certains de ces confrères ont craqué, ils ont craqué et ils sont plus avec nous aujourd'hui. Ça, Mm. c'est mon fils de clinique, c'est malheureusement égaré comme ça et je l'ai eu au téléphone 2, 3 jours avant. Je croyais que les choses allaient s'arranger, mais 3 jours plus tard, on a su qu'il avait décidé de se donner la mort. Donc c'est très triste. Ça, donc j'espère que ces chiffres vont baisser parce que on est plus entouré. Je te remercie d'ailleurs d'avoir eu cette idée magnifique avec Vetmasterclass parce que on a aussi bien des confrères qui sont dans des cliniques, des structures, qui peuvent avoir l'air entourés, qui ne le sont pas toujours d'ailleurs, hein. On peut être seul dans une grosse structure, on peut se sentir solitaire dans une grosse structure. On peut être en même temps très dynamique tout seul et tout d'un coup avoir un coup de mou, il n'y a personne pour qui parler. Donc c'est très important ces choses-là. C'est très très important. Et aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à nos jeunes confrères, c'est de toujours avoir sous la main un confrère ou un ami avec qui on peut communiquer et être transparent sur ces problèmes du quotidien. Mais je pense que je sais que tu es très attaché à la notion de mentoring, hein, mais puisqu'on parle de ça, je pense que c'est bien aussi d'avoir des mentors qui soient aussi des gens, un vieux sage. Il y a quelqu'un qu'on peut appeler à un moment où c'est lourd, parce que souvent, c'est d'ailleurs l'occasion, souvent, hein, non, le mentor, on l'idéalise un petit peu. Et un jour, le jour où on a des difficultés, on l'appelle et puis on apprend que, bah non, en fait, il est passé par là, lui aussi. C'est peut-être justement d'avoir dépassé tout ça qui lui donne sa pertinence pour donner un coup de main aux plus jeunes. Et je pense que j'ai l'impression que on va dire, il y avait une notion de compagnonnage très très forte dans le métier de vétérinaire à l'époque où nous étions, nous, des jeunes trentenaires. Ça, c'est quelque chose un lien qui s'est un petit peu étiré et vers lequel il faut revenir. Et c'est vrai que c'est une des idées de vers qu'on a développé. Et je pense que euh, il y a parfois une forme de timidité, tu vois, par rapport à. Oui, Moi, je pense qu'il faut assumer de se dire que. Et je pense que c'est très flatteur aussi, hein, pour quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles, c'est pas donner des conseils, c'est d'être capable d'écouter et puis d'apporter ce que l'expérience t'a appris. de toute façon, encore une fois, c'était cette notion de, il ne faut pas avoir honte de ses problèmes. On est tous passés par là. Euh, Toi et moi, on en a beaucoup parlé à une certaine époque, hein. On est passé par des Mm. moments difficiles au niveau professionnel, au niveau familial. Et le temps nous aide. Le temps nous aide. Le temps est notre ami dans ces cas-là. Quelquefois, ça prend beaucoup de temps, c'est certain. Mais pour ces jeunes confrères qui nous écouteront et votre masterclass, il ne faut pas oublier que si vous avez quelqu'un à qui enfin, il faut se rapprocher de confrères effectivement un peu plus anciens, ou même d'un jeune du même âge. Nous, à l'époque, on se rapprochait de ceux avec qui on pouvait avoir des affinités. Moi, j'allais pas appeler Francis Desbrosses, qui avait 20 ans de plus que moi, avec mes problèmes, mais je pouvais t'appeler toi, je pouvais appeler, j'avais mon copain de promo Olivier Boulin, j'ai toujours mes associés aussi, on en parlait régulièrement, mais c'était pas simple. Parce que même entre associés, il y a une espèce de,
on va pas se lâcher du jour au lendemain. Il y a l'associé dans le boulot, mais pas forcément dans la vie privée ou la vie qui est un peu plus cachée. Et quelquefois, on vit avec des gens, on ne sait même pas ce qui leur arrive et c'est vraiment Hmm. compliqué et difficile. Euh, Mais c'est- et moi, j'avais quelquefois les femmes ou les partenaires de mes confrères qui m'appelaient avant que le confrère m'appelle parce qu'elles étaient inquiètes pour eux, elles avaient raison. Donc, on avait d'abord une communication quelquefois avec un membre de la famille ou un autre confrère qui me dit, tiens, est-ce que tu peux pas parler à un tel parce que je vois que ça va pas. Et hmm. quand on a ces genres d'appels, il faut pas traîner, il faut appeler tout de suite, il faut garder la communication. Et on se rend compte que c'est une thérapie bilatérale parce que la personne qui a la même demande vous dit, tiens, bah, lui aussi, il a le même souci que moi. Quelque part, ça fait du bien avant de faire du mal et ça peut faire du mal avant de faire du bien, mais c'est bon d'en parler. Et c'est vrai que je pense que tu vois, ça fait partie des choses où ça commence à faire quelques années qu'on a commencé à échanger tous les deux sur votre masterclass, Ouais. sur ce projet, mais il y a cette notion aussi de moins ambitieuse, on va dire, que le mentoring, et tout ça, qui est juste une notion de convivialité. Et je crois, parce que ce qui est fou, c'est qu'on a quand même des métiers qui sont des passions, et de voir autant de mal-être alors qu'on a choisi son métier, qu'on est passionné par son métier. Et je trouve que dans la convivialité, il y a aussi ce temps où on refait le monde, où on nourrit son imaginaire, on nourrit sa passion au travers de discussions à bâton rompu. Moi, j'ai des souvenirs de dîners qu'on a pu faire ensemble avec déjà une bonne bouteille, et puis où derrière, on est dans des discussions qui sont déconnectées des difficultés de la réalité, mais qui viennent nourrir quelque chose qui est du domaine du vécu professionnel, du projet professionnel, Mhm. de ces choses-là, et qui nourrit aussi notre imaginaire, notre envie de faire autre chose. Et je crois que c'est important. Alors c'est sûr que de temps en temps il y a l'urgence, et je pense que c'est bien aussi de garder ce lien, et que finalement on vit dans un monde où le travail est moins une valeur sûrement qu'à l'époque où on était jeune et petit, et que donc c'est plus difficile de parler de sa passion pour le métier ou d'échanger qu'à d'autres époques en tout cas. Si tu C'est veux, comme ça que je le moi, ressens. je vois un rafraîchissement. Quand on parle avec, là, je fais un séminaire avec quelques confrères qui sont du même âge que moi ou quelquefois plus jeunes. Ça sera la semaine prochaine en Floride, mais il y a un rafraîchissement qui se fait. Tout le monde parle un peu de ses soucis en même temps qu'on parle de la partie technique. Donc, on va faire de la médecine vétérinaire, on va voir des cas ensemble, mais après, on va échanger sur la partie privée du boulot, la partie entrepreneuriale, justement le fait d'être racheté par des sociétés, le fait d'avoir des problèmes avec les relations humaines dans la clinique, parce qu'aujourd'hui, soit on a des hôpitaux avec 10, 15 vétérinaires, soit il y a des boîtes où le gars est tout seul avec juste un assistant pour faire sa journée, avec une voiture toute la journée. Donc il faut relativiser un petit peu tout ça parce que le cadre a changé. Et au-delà du rafraîchissement, c'est encore une fois, comme on est dans un milieu où la communication est énorme, on vous fait des Zooms, on fait du WhatsApp, on fait du Messenger, ça n'arrête plus. Quand il y a de la vraie communication d'homme à homme ou de femme à femme ou de femme à homme, il y a un temps de latence pour que la communication réelle et l'espèce de comment, euh, d'empathie dans la discussion démarre. Quand je dis empathie, il y a à la fois de la transparence, il y a à la fois ne pas avoir honte des problèmes qu'on a et d'en parler ouvertement. Ça prend du temps, plus de temps qu'avant. Je pense qu'avant, on savait qu'il n'y avait pas trop le choix, on a pris un coup de fil, il faut que je te parle. Bon, puis hop, on parle et ça sort tout de suite. Maintenant, comme on est complètement dans un outil de communication complexe, trop diversifié, quand on parle tout d'un coup, personne à personne, il y a presque un temps de latence. Et le Covid n'a pas aidé. Le Covid n'a pas aidé. Avec le Zoom, moi, je sais que c'est pas ma génération, le Zoom, c'est pas la génération, le WhatsApp, mais il y a un petit temps de latence. On le voit avec nos enfants, Olivier aussi, c'est pareil. Si on les voit une soirée pour un dîner, on va avoir les banalités, on va avoir les trucs rigolos. Quand on les voit 3, 4 jours d'affilée, euh, tout d'un coup, tiens, voilà, on peut parler de ça. On peut, Hmm, on peut aller, on peut aller un peu gratter et voir les problèmes ou les choses heureuses de fond, bien mais sûr. qu'on n'aborde jamais autrement. Et entre confrères, c'est pareil. Et je pense que le malaise, il est là. C'est que des gens sont malheureux et ils vont en parler que quand on a le temps de les voir sur de la durée et pas juste sur quelquefois une soirée ou une après-midi en conférence. D'où l'intérêt encore du VET Masterclass, où je sais que les confrères qui sont partis encore cette année m'ont dit, mon Dieu, quel bonheur
de ce rafraîchissement, ce moment de discussion, ce moment d'écoute, où on rentre chez soi, waouh, on a un nouveau boost, on repart sur quelque chose de nouveau, en se disant ça y est, c'est bon, là, j'y crois. Mais l'heure s'avance, si on continue comme ça, il faudra qu'on fasse 2 interviews. Euh, on va, on va, Alors, parle-nous rapidement quand même de ta vie américaine. À la vie américaine, bon, elle a démarré parce que j'avais trop de soucis enfin, de santé, entre guillemets. J'avais quand même mon dos qui vraiment me laissait pas travailler les 8-10 chevaux, le rythme que j'avais à l'époque. Et puis, j'allais déjà aux États-Unis tous les mois pendant une semaine. Et puis, il y a un jour, un client qui entraînait un autre client m'a fait signe, m'a dit, écoute, si vraiment un jour tu veux venir en Californie et passer du temps, voilà, j'ai une famille qui est prête à mettre, on va dire, une partie de ton salaire sur la table pour que tu viennes une semaine par mois. Bon, une semaine par mois pour juste un client, hein. Bon, je dis pourquoi pas, ça m'évitera des coups de fil en plus, ça m'évitera de voyager à l'intérieur des États-Unis, ça m'évitera, bon, pourquoi pas. Et puis, c'est une époque un peu malheureuse dans la clinique où j'étais, où Marc Burin-Desrosiers a fait un burn-out, on va dire, et puis il a dû se séparer de nous. Et donc, j'avais fait comprendre à Philippe Hellès que s'il était prêt à reprendre la clinique, et ben moi, je faisais un petit. J'allais essayer, j'allais tenter l'aventure américaine, mais je m'étais fixé 2 ans. J'y suis là depuis 10 ans maintenant, donc je m'étais fixé 2 ans. En fait, j'ai expliqué à la famille que s'ils voulaient me garder, j'étais un petit peu aller arrogant, c'était pas mon genre d'être arrogant, mais la personne qui voulait absolument que je reste là-bas m'a dit, en gros, tu proposes vraiment ce que tu veux, et je leur ai dit, voilà, je voudrais gagner ce que je gagnais en France pour être sûr de rester, parce que sinon je reste pas. Bon, puis ils m'ont offert vraiment quelque chose d'intéressant qui fait que j'ai dit, ok, je fais le pas et je reste là-bas. J'ai une quinzaine de chevaux à suivre de haut niveau, donc des chevaux qui sont dans les grosses épreuves avec ce client-là. J'ai le droit de travailler à l'extérieur avec des confrères, puisque j'ai toujours pas ma licence et je pense que je la passerai jamais. Pour travailler aux États-Unis, il faut avoir le diplôme américain et ensuite la licence par État, pour ceux qui ne savent pas, et bien sûr l'immigration en ordre. Donc l'immigration, j'ai pas eu de souci, j'ai ma carte verte, mais pour bosser aux États-Unis, même avec un board, ça suffit pas. Donc je travaille avec des confrères. Donc les confrères, eux, me supervisent entre guillemets, mais ils me demandent des cas, des avis sur les chevaux qu'ils ont. Donc j'ai recréé une clientèle, non pas de clients normaux, mais de vétérinaires. Donc en fait, je suis consultant pour des vétérinaires au-delà du boulot que j'ai avec cette famille. Donc la famille, elle m'occupe 10 jours par mois et le reste des confrères, on va dire les autres 10 jours. Et ça fait déjà 20 jours par mois, c'est suffisant pour travailler, je pense. Et par contre, le cavalier pour qui je travaille et la famille pour laquelle je travaille, ils ont une écurie à San Diego et une écurie à San Francisco. Donc une écurie de jeunes chevaux, un peu de gynéco, mais que je fais pas dans le nord, à San Francisco. Et dans le sud, c'est une très belle écurie à San Diego. Pour ceux qui passeront un jour, il y en a certains qui sont venus me voir. C'est sympa, c'est vraiment une belle écurie. On a tous les moyens du monde pour faire ce qu'on veut. Et surtout, c'est une famille, comme beaucoup de personnes qui ont beaucoup de moyens en Californie et aux États-Unis en général, ils ont des fondations. Et leur fondation est un peu proche du système de la fondation Gates, c'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent pour de la recherche dans différents domaines, dont le domaine médical. Et je leur ai proposé, quand j'ai adhéré au système, de faire la même chose pour les chevaux. Donc j'ai un crédit recherche qui me permet de faire de la recherche aujourd'hui en orthobiologie. J'ai fait de la recherche sur du ligamentaire, tendineux, articulaire. Donc j'ai des partenaires à l'université de Colorado State, de Davis, avec lesquels, bien sûr, on fait des projets. Voilà. Donc, on a fait beaucoup d'efforts et on a eu beaucoup d'informations cliniques. Par exemple, récemment, on a fait de l'orthobiologie, donc on a regardé les différentes cytokines qu'il y avait dans le PRP, l'IRAP, les alpha-macroglobulines. Et ça m'a permis de faire des progrès, on va dire, dans la façon de soigner les chevaux avec l'orthobiologie, qu'on applique à nos chevaux d'abord et ensuite aux autres. On a fait un gros projet sur les cervicales basses, donc on a échographié, radiographié, examiné une centaine de chevaux sur un terrain de concours. Donc j'avais 4 confrères qui m'ont aidé à faire ce projet-là avec Davis, ce qui nous a permis de savoir que
des choses qu'on savait peut-être, mais qui ont été statistiquement validées par des professeurs d'université suite à toutes les datas qu'on a accumulées sur les pathologies articulaires de C6, C7, les pathologies foraminales. Et toute cette documentation, c'est une motivation complémentaire. Parce que, pour rien vous cacher, quand on a 15 chevaux en suivi et qu'on a un salaire confortable, il y a un moment donné où il faut trouver une motivation supplémentaire. Parce que les 15 chevaux, toutes les semaines, bon, une fois qu'on les a trottés, fait les réflexions, voilà, ça peut être un petit peu voilà, rébarbatif. Mais par contre, c'est le principe de la médecine équine sportive. C'est qu'il faut revoir l'athlète avec des yeux nouveaux à chaque fois. Donc, ma petite astuce personnelle, c'est de peindre le cheval de couleurs différentes. Et je refais tous mes tests, toutes mes flexions, toutes mes palpations et tout. Et je me dis que c'est un autre cheval. Je mets toutes mes notes et ensuite je compare à mes notes de la semaine ou de 15 jours avant. Parce que sinon, la médecine sportive, elle n'existe pas. Si vous ne faites pas du suivi longitudinal, il n'y a pas de médecine sportive. C'est du one shot. Le one shot, ça ne marche pas. Voilà ma vie américaine. Le- Je te remercie. On approche de la fin. Je vais te poser quelques petites questions, réponses brèves, et comme Ouais. ça on aura fait un petit tour d'horizon. Euh, le dernier moment où tu t'es dit, waouh, la chance que j'ai de faire ce métier. Euh, quand là, je suis parti dans les cervicales avec les pathologies des foramen. On soigne un cheval qui a été vraiment malheureux, douloureux depuis un an. Et le lendemain, le cheval secoue la tête, arrive à manger son foin au sol, monté par son client, son cavalier, pardon, complètement droit. Euh, je trouve ça magnifique. C'est d'avoir été un système où on a appris, on a validé des techniques, ça marche, et on rend service au cheval, on rend service au client. D'abord au cheval, ensuite au client. Ça, c'est beau. Un autre, un autre métier que tu aurais pu faire. Euh, J'aurais bien aimé la médecine ou la pédiatrie. Pédiatrie dans le sens un peu pareil où l'enfant parle pas trop, donc bon, il va hurler peut-être, mais il faut aller fouiller, chercher, palper, comprendre pour aider. Une clé pratique pour rester à la page. L'enthousiasme, se lever le matin et mettre ses chaussures et se dire je vais avoir une très belle journée encore. Et c'est une cascade après. On reste à la page parce qu'on a envie d'apprendre au quotidien, parce qu'on est déjà bien dans ses godasses dès le matin. Et, euh, et du coup, je vais adhérer à des systèmes de listes avec le collège assez sympa parce on a des listes de lecture d'articles dans le domaine qu'on aime. Donc ça, c'est bien et ça peut se partager. Donc un peu comme tu fais avec votre masterclass, ça donne un boost quotidien. Oui. Quelle, on va dire quelle qualité te paraîtrait être un bon passeport pour faire un bon veto sport et à l'inverse, quel défaut te paraîtrait presque rédhibitoire? Alors, mon veto du sport, faut être patient. Comme ça, on comprend mieux aussi les gens avec qui on parle parce que c'est pas toujours simple. Parce que gérer le cheval, c'est une chose. C'est pas si compliqué, c'est ce qu'on aime faire. Gérer l'humain, de temps en temps, c'est pénible. Donc, faut être patient, très patient. Et avec tout ça, il faut être bienveillant. La bienveillance est capitale dans plein de domaines de la vie au quotidien, aussi bien pour la famille que pour le travail qu'on a. Et le défaut numéro un, ben, c'est exactement l'opposé, c'est le manque de bienveillance, ce qui finalement est un manque d'empathie pour le cheval et pour le client, et le manque de patience. Très bien. Quel conseil tu aurais envie de donner à un jeune vétérinaire qui débute dans le métier aujourd'hui? Il faut y croire et c'est pas toujours simple, parce que je crois qu'aujourd'hui, les gens abusent un peu de nous. La très bonne nouvelle, la très très bonne nouvelle pour tous ces jeunes confrères, c'est qu'on est moins nombreux qu'il y a 30 ans et on va l'être encore moins dans 20 ans. Donc, j'espère qu'on va gagner du respect qu'on a perdu. C'est de notre faute, de certains clients qui ont abusé de nous, qui nous ont rendu des vies difficiles. Moi, je vois les jeunes confrères aux États-Unis avec qui je travaille aussi un petit peu. Ils arrêtent le téléphone le vendredi soir et reprennent le lundi. Éventuellement, ils disent envoyez-moi un mail ou un texto et je répondrai si j'ai le temps et si c'est urgent. Mais cet excès de disponibilité qui n'est pas toujours justifié, elle l'est, comme j'ai dit tout à l'heure,
pour garder le client, mais elle ne l'est pas pour en choper un nouveau ou pour être beaucoup plus, comment, apparemment sympathique pour le client. On peut être disponible à retardement, mais il faut juste montrer qu'on est présent. Donc le meilleur conseil, c'est oui, soyez présent, mais sachez protéger votre famille, votre temps privé, pour être plus équilibré dans votre travail. Sinon, votre déséquilibre dans le travail va se reporter sur votre vie privée et vice-versa, et après, tout part en cacahuète. C'est pas un hasard si ceux qui ont vraiment réussi ont réussi, on va dire presque les deux. C'est pas, ça serait un petit peu arrogant de dire ça, mais ça fait quand même partie du jeu. Et c'est quand on commence à avoir des soucis dans un des deux secteurs, les deux vont malheureusement vous emmener dans le trou. Donc il faut garder ce recul par rapport au métier et se protéger parce qu'on est devenu pour beaucoup d'entre nous esclaves de nos clients. Tu aimes lire? C'est quoi ton livre de chevet en ce moment? Ah, mon livre de chevet en ce moment, c'est un livre de Delphine de Vaudan sur les enfants sont rois, qui est amusant parce que c'est aussi un peu la nouvelle génération qu'on vit avec ces gens qui sont tout le temps dans les médias, les youtubeurs, les influenceurs. Et le deuxième livre que j'ai à mon chevet, c'est le dernier Goncourt. Et j'ai un troisième livre qui sont des livres anciens. Je me suis un petit peu passionné de livres anciens sur l'équitation et sur la médecine vétérinaire. Donc j'ai la chance d'avoir trouvé un des premiers exemplaires de La Fosse, qui est le premier hippiatre connu, à la même époque que Bourgelat. Bon, c'est un pavé qui est un peu comme ça, mais bon, voilà, voilà, c'est mon petit plaisir sur le côté. Et est-ce que tu as un livre que j'appellerais référence absolue, un livre qui t'a éclairé ou qui t'a fait changer et que tu aimerais partager à nos auditeurs? Beaucoup de livres de Sylvain Tesson, parce que c'est des livres évasion pour moi. C'est des livres qui vous rappellent qu'on appartient à la nature, qu'on appartient à un respect de l'environnement. Et c'est des livres qui me font voyager quand on est toujours dans les déplacements, l'avion, les clients qui vous sollicitent et tout. Voilà, on est un tout. On prend un bouquin comme, euh, comme Blanc de Sylvain Tesson. C'est des livres qui, pour moi, c'est plus l'auteur peut-être que le livre lui-même qui va jouer dans ce cas-là, mais c'est cette envie peut-être d'être un petit peu s'évader de tout ce qui est superficiel et qui nous a éloignés de la nature et dont on dépend et qu'aujourd'hui plus que jamais il faut respecter. Mais écoute Philippe, je te remercie. On arrive à la fin de cette interview. Je te laisse donc le mot de la fin. Le mot de la fin, il faut y croire. Tous mes assistants, chaque fois je leur disais cette phrase, ils rigolaient. Et pour mes 40 ans, ils avaient apporté un cheval qui était gris, ils avaient marqué « faut y croire ». Voilà, c'est un petit peu le mot que je garderai. L'autre mot de la fin, c'était un mot de Jean-Louis Brochet qui me manque terriblement. C'est que les chevaux sont des grands bavards, il faut juste savoir les écouter. Très bien. Eh ben, écoute, on va rester sur ces deux maximes de sagesse. Un grand merci. Et puis, écoute, on n'a même pas fait le tour des sujets, donc peut-être pour une autre interview. On va aller, Philippe. Bon, merci de cette interview, Olivier. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que cet épisode du Veto du mois vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Avant de vous quitter, je vous invite à retrouver dans la description de cet épisode une petite bio de notre invité et les éventuelles références faites dans l'épisode. Si vous souhaitez nous contacter pour poser des questions, proposer des invités, partager des réflexions, eh bien n'hésitez pas. Vous avez les liens toujours dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée. Encore 1000 merci de nous écouter. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, continuez à vivre votre métier avec passion.